Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, mine de rien, je vais vous parler d'une des nouveautés que j'attendais le plus en ce mois de février, la sortie française chez nous en salle en ce mercredi du nouvel opus de l'américaine Kaylee Reichardt intitulé The Mastermind, qu'elle a écrit toute seule. Et c'est la première fois depuis son tout premier long métrage qu'elle n'est pas accompagnée notamment de son comparse John Raymond, et ce n'est même pas une adaptation. Elle met ici en scène une histoire qu'elle avait en tête depuis un petit moment autour de ce qui s'est passé dans les années 70, là où elle a fait ses études en plus je crois. Donc on n'est pas dans l'Oregon, c'est aussi très rare ça, dans son travail de 7e art. Et au casting, dans le rôle principal, nous retrouvons Josh O'Connor pour la première fois dans son cinéma, dans un rôle qui lui va très bien. Dans celui de son épouse, nous avons Alana Haim, qu'on a pu voir dans Licorice Pizza, ou l'année dernière vite fait dans Une bataille après l'autre. Les deux enfants des jumeaux sont joués par Sterling et Jasper Thompson. Les parents du personnage principal, JB, sont interprétés par Hope Davis et Bill Camp. On reconnaîtra bien sûr dans la dernière partie du film la présence de John Magaro, qui est l'acteur masculin fétiche de Kaylee Reichardt. Bon, on n'a pas Michelle Williams cette fois-ci. Et nous sommes en présence d'un film de casse, entre guillemets, dont évidemment Kaylee Reichardt va détourner les codes à sa manière, et tout en ancrant, on va dire, l'histoire dans la grande histoire américaine, mais alors vraiment en filigrane. C'est très important de le préciser, pas qu'elle s'en fiche, bien au contraire, c'est vraiment pour totalement coller à la psychologie de son anti-héros, clairement, un certain J.B. Mooney, que l'on voit au début, avec sa famille, dans le musée d'art local, ils y vont souvent. Ça observe, ça discute, il y en a un des gamins qui raconte quelque chose, l'autre qui est plutôt taiseux, et le papa, apparemment, semble avoir une idée derrière la tête. Il trifouille là, derrière une vitre, récupère une figurine, peut-être quelque chose autour de la guerre d'indépendance ou de la guerre civile, je ne sais pas. Il la met dans un petit sac, il s'en va avec sa famille, ni vu ni connu, il vient de dérober quelque chose. Mais c'est tout ceci dans l'idée de faire quelque chose de plus grand, de clairement passer à l'étape supérieure et de faire un casse pour voler des vrais tableaux. Donc quand même, plus ambitieux sur le papier, même si c'est d'un artiste peintre pas forcément très connu, mais très important, notamment pour les fans d'art. Il y a peut-être aussi un geste là-dessus. Et donc, en secret, sans que sa famille le sache, bien sûr, il va engager deux acolytes pour conduire la voiture et faire ce moment un peu brutal quand même, avec le visage caché. Et ils vont réussir à dérober ces trois tableaux. Le souci, c'est plutôt ce qui se passera après, les conséquences de cet acte que notre cher JB va devoir affronter. Dans une sorte de descente aux enfers existentielle, lui-même qui commet cet acte pour probablement des raisons de même, c'est-à-dire pour exister dans cette société du début des années 70, qui en parallèle vit la guerre du Vietnam. Mais une guerre du Vietnam que l'on voit ici à travers des manifestations et des reportages ou autres informations à la télévision. Et c'est très important de le préciser parce qu'il faut faire attention, bien sûr, aux détails, que ce soit des affiches pour l'armée, donc des moments à la télé, des discussions qu'on peut entendre en prêtant l'oreille, ou donc de ces manifestations. Mais le film met cela au second plan du point de vue de ce personnage qui n'en a pas grand-chose à faire, mais qui semble totalement paumé dans cette société à l'américaine, et pourtant il n'est pas spécialement à plaindre, on le voit, il est plutôt d'une classe moyenne tranquille, mais il est totalement passif sur les choses, et on peut se demander si cette obsession là du casse n'est pas juste là pour pouvoir enfin être quelqu'un. Donc un geste égocentrique derrière, de quelqu'un qui est un peu pathétique aussi. Le postulat de départ est exceptionnel, puisque donc Kaylee Reichardt ici va déconstruire le film de casse, l'inscrivant dans quelque chose plutôt dans une sorte d'héritage à la Melville, parce qu'on va penser au cercle rouge sur certains points, et avec cette idée bressonienne de se concentrer sur la culpabilité potentielle ou non rédemption de quelqu'un qui vient de commettre un acte qui va peut-être regretter ou pas. C'est même pas là le problème. Et c'est brillant. Voilà, là je crois qu'on tient l'un des sommets de la carrière d'une réalisatrice dont j'ai beaucoup parlé déjà sur la chaîne. Je suis encore un peu sous le choc là,
un peu plus de 30 minutes maintenant après ma séance, j'en bafouille un peu, je suis encore pêle-mêle, mon analyse va être ici forcément très incomplète parce que je l'ai senti en sortant de la salle et même pendant le visionnage, il y a tant à dire, il y a tant de détails, il y a tant de précision, il y a un vrai geste derrière qui fait que ce The Mastermind est une œuvre rare, qui est engagée politiquement aussi, mais elle ne va pas l'être directement, frontalement, là, dans les poncifs du genre, non. Il y a plein de petits trucs qui en disent long, dans le décorum, dans, oui, tout ce fil rouge-là, et dans ce qui peut arriver vers la fin. En fait, je ferai une zone spoiler, hein, bien sûr, ça monte en puissance dans une sorte de décrescendo, c'est assez rarissime, ça, et plus on avance, plus on arrive vers on va dire la conclusion et tout, plus ça devient grandiose, et arrivé au bout, je me suis dit, en plus, sur le final, alors là, on tient quelque chose. J'ai déjà envie de le revoir, en fait. Donc, et c'est analysable vraiment sans fin, ça. Je pense que beaucoup de critiques écrits vont se régaler à prendre donc ce sujet, ce film en main, parce que en plus on peut faire quelques parallèles. Je tenterai peut-être 2-3 choses ici, mais ça risque d'être de toute façon très désordonné. Alors déjà, première chose, Josh O'Connor, il est impeccable. Il est parfait même dans ce rôle de gars, donc d'une passivité absolue, très taiseux d'ailleurs. Donc là, on a le personnage melvillien par excellence, mais alors on est dans l'anti-héros absolu. Melville, c'était souvent voilà, des gangsters, des flics, il y a qu'avec du charisme, de la carrure derrière. Lui non, pas du tout. C'est le père de famille comme ça qu'on n'écoute pas ou qui n'écoute pas, qui ne parle presque pas. En plus, son père le rabroue parce qu'en plus il est au chômage. Alors c'est intéressant ça parce que le début du film nous fait miroiter peut-être un motif, une envie économique, mais pas du tout. Il n'a même pas besoin spécialement d'argent. Enfin, c'est même pas ça le problème. Le gars, il est juste absent de sa propre vie, perdu dans sa routine. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes. C'est un film qui joue sur le temps et l'espace, les corps, tout ça, mais c'est génial sur les détails. Les meilleurs moments sont des moments silencieux. Il y a presque des moments quasiment qui pourraient être hommage au cinéma muet jusqu'au dernier plan, même, je dirais. Mais c'est ça qui est fort. Par exemple, ce sont les à côté qui sont le plus passionnants. Alors, évidemment, il y a la scène du casse qui prend son temps, on voit tous les gestes et même l'après pour cacher les tableaux. Ça, j'adore. Mais elle montre aussi, Kelly Reichardt, son quotidien. Par exemple, on le voit, donc, après avoir visité ce musée, il a tenté, il a fait sa petite expérience. En effet, visiblement, à l'époque, on pouvait voler facilement des choses. Kelly Reichardt, c'est ça qui l'a fasciné d'ailleurs, en mettant en place ce film. Et après, il est avec son fils et il parle pas. Le fils non plus. Alors, il y a un fils qui est plus proche de lui et qui est comme lui un peu taiseux. Ça va avoir une importance vers le milieu du film, ça. L'autre, il blablate plus. D'ailleurs, il raconte une histoire à dormir debout, une sorte d'énigme avec des extraterrestres au départ. Très spécial, ça. Pourquoi pas, hein, c'est aussi l'ambiance à l'américaine. Et on le voit avec la télé en filigrane derrière. Et après, il est à table. Son père lui dit des trucs. Il ne réagit pas. Il a l'air complètement mou. Complètement, donc... dans cette mise en classe totalement anonyme, même spectateur de sa propre vie. Parce qu'il a d'autres choses en tête, voilà. Et c'est cet acte-là, quand même brutal potentiellement, qui va lui donner peut-être une adrénaline et montrer qu'il est capable, par ego aussi, il y a une forme d'ego, le gars il veut prendre sa place d'individu dans ce monde où il semble absent, qu'il est capable de faire ça. Voilà. Et donc il va engager, alors évidemment il a besoin d'argent, il demande de l'argent à sa mère va lui prêter, sa femme va subir. C'est un film aussi qui montre que les femmes peuvent subir un peu les bêtises égocentriques des gars autour et d'une violence masculine qui est quand même assez sous-jacente. Il y a 3 femmes qui subissent dans le film. La mère, l'épouse, et une autre femme, à la fin une amie, là, qui va quand même s'imposer face à lui, quand il sera, entre guillemets, dans la pleine conséquence de ses actes. C'est passionnant parce que Kelly Reichardt, c'est une cinéaste féministe à sa manière, mais qui va le montrer toujours un peu avec ce côté décalé. C'est son cinéma, elle, Kelly Reichardt. Elle va prendre des codes du cinéma américain, de son engagement personnel qui lui tient à cœur, et elle va pas aller dans voilà, te le mettre directement dans la gueule. Elle va faire réfléchir le spectateur. Elle fait confiance. Et elle a conscience du spectateur aussi, mais elle fait confiance à elle et lui, donc derrière l'écran, pour lui-même, elle-même, comprendre et aller plus loin. C'est-à-dire que c'est pas un cinéma facile. Si vous restez un peu en surface sur la non-action de certains moments, vous pouvez passer à côté de ce qui est une œuvre
d'une profondeur et une richesse exceptionnelle. Elle va pas vous donner comme ça, pouf, voilà, tout servi sur un plateau. Et c'est ça aussi qui est fort, c'est que, bon, elle a beau emprunter Melville, Bresson et tout, son ancrage numéro un, c'est quand même cette contre-culture à l'américaine, ce nouvel Hollywood aussi, avec ces personnages un peu anti-héros, héros malgré eux, on y est là. Mais là aussi, il y a un petit pas de côté permanent, et le pas de côté aussi par rapport à cette situation. Elle en parle, elle le montre à travers donc des petits moments, si on tend l'oreille et ce qu'on regarde la situation là. Elle ne fait pas du tout l'économie du contexte. Mais on est aux États-Unis, dans une petite bourgade tranquille, où visiblement les gens ne sont pas forcément harcelés pour aller faire leur service militaire et aller sur le terrain. Enfin, on sent qu'il n'y a pas trop cette problématique-là. Alors, il y a des mères de famille qui sont contre la guerre à un moment. Il y a un des acolytes de JB, là, avant le braquage, avant le casse, qui s'en amuse même de ces dames qui manifestent. C'est ça, c'est un peu l'inconscience, l'insouciance ou la passivité globale. Et ainsi, elle questionne la société américaine de l'époque, de ceux qui continuaient leur petite vie sans se soucier de ce qui se passait autour, et qui pouvaient ainsi, de toute façon, être aspirés, même sans le sentir, sans le comprendre, par cette société-là. Et c'est exactement cette histoire-là de JB qui, sans se rendre compte, ne supporte pas le poids de son inutilité, de sa passivité, et va commettre des bêtises là, autour de l'appât du gain peut-être, ou non, l'appât de quelque chose, l'égocentrisme, l'individualisme à l'américaine. Et donc elle parle de son pays encore ici, de cette époque qu'elle n'avait jamais traité au cinéma. Et alors elle traitait d'autres choses, hein. Elle a déjà traité les engagements un peu contre-culture, notamment Night Moves, un peu voilà, écolo. Elle avait dans First Cow critiquer l'avènement d'une certaine forme de capitalisme dans l'Ouest américain. Bon, il y a aussi Mix Cut-Off, la dernière piste, extraordinaire aussi sur cette histoire aussi de la progression vers l'Ouest. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais c'est surtout dans le quotidien, dans le routinier de ces personnages qui ont du mal à exister dans cette société, dans une Amérique au sens large. On va penser à Certain Women aussi. Je me demande si ça se passait dans l'Oregon, je suis pas sûr. Peut-être que là, je sais plus. Mais bon, il y a plein de... Voilà, c'est du pur cinéma ricardien. Et évidemment, elle joue sur la grande maladresse. Alors, Josh Connor est parfait là-dessus. Enfin, la maladresse. Il a à la fois, voilà, il sait où il va, mais il a en même temps des doutes. Et on le voit, bah, le casse se passe plus ou moins bien, mais quand même, ça dégénère un peu. Il y a cette étudiante là, qui récite du français. C'est limite drôle et burlesque, en fait. Mais ça ne l'est pas vraiment, mais ça l'est aussi. Et après, alors, le mieux, c'est quand il va cacher les œuvres d'art dans une grange, où tu as des cochons, des pigeons qui roucoulent, l'animalité aussi dans le cinéma de Kelly Reichardt, hein. Quand c'est pas des chiens, quand c'est pas des vaches, bah ici, pourquoi pas. Alors, les pigeons, il y en avait déjà dans Showing Up, mais ici, un cochon, alors, il va s'enfoncer un peu dans cette obscurité de cacher. Et on voit à quel point c'est dur, les gestes, il faut le porter, puis il doute, est-ce que je le mets là et j'entends quelque chose, ou là, est-ce que je suis pas suivi? C'est exceptionnel, ça. Il y a une scène qui dure peut-être 5 minutes, comme ça, elle dit tout, dans la pénombre d'ailleurs, qui l'accable. Cette pénombre d'ailleurs, cet accablement absolu qui reviendra dans le dernier acte, puisqu'il va être clairement, il va s'enfoncer en fait. Et ça, c'est absolument fort. Et à côté, il y a la famille, sa vie, sa petite vie et tout, mais lui, il n'y est pas, quoi. Voilà, il n'y est pas dans son rôle de père, dans son rôle d'époux. Pas du tout. Et il n'y est même pas dans son rôle d'homme, dans son rôle de citoyen. Pas. C'est exceptionnel, ça. Donc, jeu sur le corps maladroit et le temps. Voilà, ça va avec, hein. Le temps qui passe. On va prendre le temps de montrer la préparation du casse dans la voiture, tout ça, le casse en lui-même, comment cacher les machins. Puis même plus tard, des trucs routiniers, il va même hésiter à un moment pour s'habiller dans un hôtel. C'est exceptionnel. Et beaucoup de gens vont dire « Ah, c'est lent, c'est chiant ». Mais en fait, ça fait totalement sens avec le personnage principal. C'est ça qui est génial dans ce film, en fait. C'est que tout fait corps, le fond et la forme. Et Kelly Reichardt, elle fait absolument aucune économie, elle va au bout, c'est un cinéma radical d'une certaine manière, elle est vraiment, c'est pour ça que je dis qu'elle est au sommet de son art, elle fait quelque chose, elle est libre, voilà, elle fait un cinéma libre dans ce qu'elle veut montrer, et comment elle va faire un anti-film de casse, un anti-film de fuite aussi, enfin, tout ça. Et spoiler, parce que, bon, à un moment où il se fait découvrir, c'est là où c'est complètement, comme on dit en version anglophone, anti-climatic, c'est en dehors de tout suspense, de tout, oh là là, il va très vite se faire découvrir par le FBI. Enfin, il y a son acolyte qui se fait arrêter, un jeune étudiant visiblement un peu
borderline, qui a braqué une banque après. Alors c'est un Afro-Américain, en plus c'est lui qui s'amuse au moment d'une manifestation des mères de famille. C'est là aussi le gros paradoxe, contrepoint, contre-pied absolu de quelqu'un qui devrait être engagé, parce qu'il a certains des gens de sa communauté qui sont engagés de force et tout. Vous connaissez l'histoire du Vietnam. Et plus tard d'ailleurs, parallèle, on voit des jeunes Afro-Américains dans un bar quand il est en fuite, qui parlent de ça, mais même la conversation elle a l'air un peu contrepoint. Et lui il entend, mais il n'entend pas. Nous on entend, mais après on est de son point de vue. C'est vaguement, il s'en fiche en fait. Donc bref, c'est génial ça. Ça c'est très fort parce que ça en dit long en fait. Mais elle tord le cou aussi de pas mal de choses, du suspense, de tout ce que tu veux. Très vite, bon, le FBI sait que c'est lui, mais il le laisse, puis finalement il va partir parce qu'il y a une sorte de mafia locale qui s'intéresse au tableau. Ça en est presque faussement drôle aussi, parce qu'elle touche aussi le film thriller de gangster, un peu film noir par moment, avec la BO qui va très bien, parce que la BO peut faire très bien film noir, film jazz, c'est un certain Rob Mazurek, exceptionnel, avec les percussions et tout, mais en fait il y a une forme de décalage qui se fait avec les images et ce qui se passe, et donc il va fuir. Sa femme le met dehors, hein, clairement. D'ailleurs il y a une scène qui en dit long aussi, où elle lui balance quelque chose à travers la gueule, furieuse, elle a compris quoi, mais on le voit pas, c'est hors champ. Très très fort ça. L'un des fils qui veut pas que son père s'en va, donc il va partir avec lui. C'est le fils à lunettes qui parle pas. C'est pas le fils qui parlait beaucoup. C'est le fils taiseux qui veut être comme son père, qui pourrait être là. C'est vraiment intéressant ça, cette filiation là, des moments de silence qui sont très touchants entre le père et le fils. Puis après voilà, il y a un des associés, l'autre là, qui veut plus d'argent et puis il se barre. Et puis dans cette fuite perpétuelle, il a plus d'argent, il a plus rien, il va se faire rabrouer par des amis. Qui en plus, il y a donc cette femme là qui comprend une certaine mode jouée par Gaby Hoffman d'ailleurs, tiens j'ai oublié dans le casting, qui croit comprendre la stratégie du stratège, du mastermind, en disant ah tu voulais refourguer ça à un ancien prof, et il est même le premier surpris qu'elle croit qu'il ait pensé à ça, mais en fait on voit que le gars, on ne sait vraiment même pas pourquoi il a fait cet acte, si ce n'est par ego personnel, en plus en choisissant des peintures qui ne sont pas les plus connues, parce que lui il s'y connaît en peinture, enfin il y a tout un défi avec lui-même, tu le sens, et quelque chose tout simplement pour être là, pour être concrètement en agissement, enfin, là, il a quand même, on va dire, la main sur quelque chose, juste, mais ça sert à rien. On sent même pas qu'il a envie de se faire du pognon avec, enfin, peut-être, mais c'est même pas ça le problème. Et donc il s'en va, et puis il s'enfonce, il cherche des amis qui ne sont même pas là, il fait le stop. Et puis c'est là où le film est exceptionnel dans la mise en scène, encore plus. Moi j'étais comme ça dans la dernière partie, le feeling existentiel absolu, d'une errance totale. Et il est écrasé, il est accablé même par la mise en scène qui est très crépusculaire, avec des décors, on le voit décadré, surcadré à certains moments. Le gars il est complètement donc dans sa culpabilité, à aller encore plus profondément dans les ténèbres du nulle part. Malgré le fait qu'il ait commis cet acte, il est encore moins quelqu'un, il est de plus en plus personne. Il y a même un moment en panoramique improbable où il est là, il essaye de trafiquer ses papiers d'identité, parce que dans un journal on a retrouvé les tableaux et il est recherché quoi. Mais il y a ce panoramique là, et à la télé il y a un reportage sur la guerre, il s'en fiche, il est complètement ailleurs. Il est dans un décalage absolu, il est de plus en plus ailleurs. Il y a même une scène exceptionnelle aussi de cabine téléphonique, qui fait écho à ces scènes de cabine téléphonique qu'on a vu l'année dernière dans L'Agent Secret, un film qu'il faut que je revoie d'ailleurs, je regrette de plus en plus de ne pas l'avoir mis dans mon top 10 2025, mais bon, peu importe, c'est comme ça. Et dans Une bataille après l'autre, ils étaient à fond dans la révolution, comprenant cette révolution ou non, agissant frontalement ou pas, mais étant dedans. Et là, tu as un peu l'impression qu'il y a cette révolution en filigrane peut-être de la contre-culture qui est déjà en décadence à l'époque. Et il y a ces scènes de cabine téléphonique, on voit, il est aspiré par la cabine, il l'abandonne. Il y a tout qui est très intéressant là-dessus. Alors, je fais des parallèles qui n'ont aucun sens, parce que Kelly Reichardt n'a pas fait ce film en ayant en tête L'Agent Secret ou Une bataille après l'autre. Non, pas du tout, c'est pas possible. Hein, elle était en train de le faire et en post-prod quand les films sont sortis. Mais il y a quand même quelque chose comme ça, vous voyez, c'est des motifs qui reviennent comme ça, dans une ère où peut-être la révolution doit se faire ou non, mais il y a des gens qui sont un peu paumés au milieu et qui essayent d'y participer, ou lui, pas du tout. Et justement, là, la mise en scène montre qu'il est complètement déconnecté. D'ailleurs, il déconnecte du téléphone. Plus tard, sa femme va lui raccrocher au nez, il va être déconnecté de sa famille. Et alors, arrivé au bout, en errant, sous la pluie, il n'a plus de pognon, qu'est-ce qui se passe? Il n'a plus d'argent pour rentrer, il veut rentrer, il va plus loin dans le crime. C'est-à-dire que sa rédemption n'est pas possible, il s'enfonce dans la culpabilité, mais ici, dans l'idée pathétique absolue qu'il n'a pas le choix. Sur le papier, il n'a pas le choix, mais c'est pas bien ce qu'il fait. Il va dérober le sac d'une dame, et après, on revient, alors là c'est l'ironie du sort, le fatum absolu,
il veut se débarrasser du truc, voilà, et du porte-monnaie il va dans une manif. Pour la première fois, à la fin, il va s'ancrer dans le réel, évidemment, avec des hippies qui manifestent, certains gens d'ailleurs sont les traitent de parasites et tout, il va s'enfoncer malgré lui, mais par intérêt pour lui-même, dans cette manif pour passer incognito. C'est-à-dire qu'il est rattrapé par le réel, il s'enfonce dans un réel qu'il renie, qu'il ignore surtout, c'est pas qu'il renie, il l'ignore, il s'en fiche. Et dans cette réalité-là, bim, extraordinaire geste de cinéma, la police intervient, brutalité policière, donc on a quelque chose d'engagé, et il se fait arrêter. Ironie du sort. Alors en plus, il y en a un qui lui ramasse le porte-monnaie qu'il a maladroitement fait tomber. Enfin, il laisse le porte-monnaie derrière lui alors qu'il y a plein de gens qui marchent. C'est complètement idiot. Il est complètement paumé, le gars. Donc il y a un gars tout gentil, il dit « Ah, vous avez fait tomber ça ?» Et c'est en l'arrêtant et en s'arrêtant, etc., que la police intervient. Le gars, il se prend je crois qu'il se fait exploser le crâne. C'est une violence absolue. Et évidemment, notre cher JB se fait arrêter dans un silence exceptionnel. La musique s'arrête. À un moment, voilà, tout le monde était happé dans la salle, on était quand même une bonne dizaine, plus même. Et alors, on voit les flics qui s'amusent, qui se marrent, et il y en a un qui fait tourner un chapeau avec une canne, avec sa matraque, et qui se la joue Chaplin. Quand je parlais de cinéma muet tout à l'heure, Chaplin, qui était un peu le héros paumé aussi d'une Amérique qui lâchait un peu sa population, ça en est presque d'une terrible ironie, et le film s'arrête là-dessus, c'est génialissime. Après, évidemment, on reprend le générique avec la musique jazzy, percussion. Mais alors là, j'étais là, j'ai failli applaudir. J'ai pas applaudi, parce que je fais pas ça en salle. Je peux embarquer si des gens applaudissent. Mais alors, exceptionnel, tout ce décrescendo, crescendo de cinéma en même temps, dans la dernière partie, pour arriver à une fin quasi parfaite. Je ferme la zone spoiler, et là je dis merci et bravo, Madame Kelly Reichardt. C'est probablement le film de l'année à date, je ne sais pas, c'est toujours difficile, surtout à chaud, mais c'est un film que je veux revoir parce qu'il y a tellement de pistes. Là j'ai balancé des trucs à droite à gauche, j'ai tenté quelques analyses de plans, de scènes, de mise en scène, et de certaines thématiques associées à certains fonds, le filigrane de la guerre du Vietnam, ça se voit. Kelly Reichardt, elle a fait quelque chose, on va dire, Nouvelle Hollywood, indirectement, mais en détournant des codes dans tous les sens. Ça donne lieu à c'est un film à elle, 100% à elle, mais ici, d'une justesse, on voit qu'elle a travaillé son sujet, qu'elle était fascinée par cette histoire-là, voilà, d'œuvres d'art volées, cette idée que ces œuvres qui sont à tout le monde peuvent être récupérées par des gens, par ego, par sensibilité artistique, presque une forme de contre-pouvoir aussi, quelque part, à une époque où c'était plus facile, évidemment, il n'y avait pas de moyens technologiques. Alors j'en ai pas parlé aussi, on voit les agents de sécurité complètement nuls, il y en a un qui dort pendant le casque, enfin c'est n'importe quoi, en fait. Ça en est ridicule, mais c'est des faits réels, ça, apparemment. Enfin, il y a des choses qui étaient hallucinantes dans les années 70. Mais alors, autour de tout ça, on a juste des gens en pleine errance et galère mentale dans une société américaine qui ne se soucient pas vraiment d'eux, et même parmi les gens d'une classe certaine moyenne, en fait. Alors c'est là aussi que certains vont y trouver une forme, peut-être, de limite. Ça a l'air d'être une petite bourgeoisie. Attention, il n'est pas riche non plus, il est au chômage, mais il a quand même des enfants, il faut faire tourner les choses, mais bon, c'est pas le plus à plaindre peut-être, mais attendez, n'oubliez pas, Kelly Reichardt, elle sait occuper des petites gens aussi, notamment Wendy et Lucy, rappelez-vous, si vous avez vu ce film. Attention, elle traite de beaucoup de choses, donc elle sent que dans des Amériques différentes, qui sont toujours l'Amérique de toute façon, en proie à ce système global, alors ici, à l'époque de la guerre du Vietnam et tout, peut-être une forme d'appât du gain déguisé, mais par ego, individualisme existait en tant que tel, et peut-être aussi, c'est juste Paris pour être encore plus dans le capitalisme et être vraiment quelqu'un que ce cher JB fait. Alors ça, je n'en dis pas plus, je vous renvoie à la zone spoiler si vous voulez vraiment, peut-être, mais voyez le film avant. Et surtout profitez. Enfin, spoiler ou pas d'ailleurs, profitez de ce film. C'est vraiment une œuvre d'art. Ça parle d'œuvre d'art, pas la première fois qu'elle le fait, qu'elle regarde évidemment dans son cinéma, elle l'a fait dans le film précédent. Mais bravo, parce que là on voit une réalisatrice qui maîtrise son sujet. Et qui dans cette maîtrise de cinéma depuis plusieurs années, là réussit quelque chose de très très fort. Et avec ce pas de côté quasi révolutionnaire, mais sans lettres, qui dit pas son nom. Et j'ai quand même envie, indirectement, vraiment, de vouloir faire des parallèles avec l'agent secret. Alors j'en ai fait un un peu bizarre, peut-être, dans la zone spoiler, mais pourquoi pas, et même là, ça vous paraît bizarre, mais je sais pas, j'ai ça en tête, là, maintenant. Vous me direz si je suis fou, en commentaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, si vous aimez Bresson, Melville, et le cinéma de Kelly Reichardt, les films de casse, mais attention, soyez surpris, vous allez adorer ce The Mastermind, que je vous conseille, mais vivement, et chaudement en salle.
Évidemment, sur une semaine où il y a beaucoup de sorties, notamment plus populaires, mais celui-ci, si vous l'avez chez vous, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. Bref, j'arrête mon blabla ici. Je vous demande en commentaire de réagir. Allez, parce que j'ai envie de discuter avec vous sur ce film. Il faut faire vivre un peu ce cinéma-là et donc des discussions autour. Et j'ai hâte d'avoir votre point de vue sur ce The Mastermind en vous disant à la prochaine. Ciao.